Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à l'équipe des rencontres pour leur invitation et pour cette incroyable organisation au top. Bon, écoutez, je suis enseignant-chercheur depuis 2 ans. Auparavant, j'étais professeur documentaliste dans l'enseignement secondaire. Et je vous dis ça parce que je pense que mon travail de recherche est nourri par cette pratique de l'enseignement secondaire. C'est sans doute pour cette raison que je vais vous parler aujourd'hui de former l'esprit critique des élèves. C'est-à-dire que je vais essayer de vous emmener dans le monde des mots, dans le monde des discours institutionnels français. Alors, je mets former l'esprit critique entre guillemets, puisque je l'extrais de cette page du site institutionnel EduScol, et qui figure d'ailleurs sous la rubrique, sous un certain nombre de rubriques, mais notamment sous la rubrique EMI, éducation à l'information et aux médias, et j'utiliserai le sigle EMI tout au long de ma présentation. Alors, pendant ma présentation, je vais essayer de faire état d'une analyse lexicométrique. C'est un grand mot, mais c'est pour dire le monde des mots, les mondes du lexique, d'un corpus de discours institutionnels français qui s'étend sur 21 années, de 1998 à 2019. Et donc, mon propos est entièrement situé dans la sphère des discours éducatifs français de l'enseignement secondaire, à savoir les collèges et les lycées. C'est à peu près 300 textes que j'ai étudiés, notamment des textes normatifs, des lois, des décrets, des circulaires, mais aussi des discours d'accompagnement ou des pages dédiées comme celle que j'ai montrée tout à l'heure. Alors la lexicométrie, qu'est-ce que c'est ? C'est une exploration statistique du lexique d'un corpus, c'est-à-dire ces mondes lexicaux, ces mots, les mots employés par les auteurs des textes institutionnels pour dire esprit critique ou dire, former l'esprit critique de l'élève. Alors, j'ai pas fait ça toute seule, je me suis servi d'un logiciel d'analyse textuelle qui s'appelle Iramutech et je vais vous montrer ce que peut donner l'utilisation de ce type de logiciel. Alors, l'intérêt de la lexicométrie, c'est d'établir le lien entre, d'une part, le monde des mots, le monde des discours, et les conceptions normatives de l'esprit critique, notamment en EMI, et qui circulent dans le débat public, et qui, selon moi, sont source de tensions et parfois même de malentendus. C'est en tout cas ce que je vais démontrer ici en 4 points. Je vais commencer tout d'abord par faire un propos préliminaire qui me semble essentiel pour comprendre l'enjeu de cette formule former l'esprit critique pour l'institution scolaire. S'intéresser à l'usage de cette formule, ne vous inquiétez pas, ça fait peur, hein. Dans les discours institutionnel suppose de replacer cet usage dans le contexte du projet fondateur de l'école républicaine. Et pour cela, il faut remonter aux prémices de la démocratisation de l'éducation. Fin 18e, 19e, remonter à l'époque des politiciens penseurs de l'éducation, Jules Ferry, Ferdinand Buisson, Condorcet, et qui, sous l'influence des philosophes des Lumières, vont penser l'élargissement de l'instruction à un plus grand nombre d'élèves pour émanciper les esprits, des croyances notamment religieuses, par l'acquisition de compétences de base, le lire, écrire, compter. Des penseurs politiciens qui vont inscrire la formation de l'esprit en tant que principe républicain, et je vous en donne un extrait là du dictionnaire de Ferdinand Buisson avec sa définition de l'esprit critique, une citation qui permet de mesurer les enjeux sociopolitiques et éducatifs qui sont dévolus à la formation du jugement et de l'esprit critique. Alors bien sûr, cette définition, elle correspond à une époque où les enseignants sont invités à accorder de l'importance aux capacités de l'esprit de l'élève qui repose sur l'effort intellectuel, sur la réflexivité et non seulement sur les contenus disciplinaires. La formation de l'esprit, pour les enseignants, appelle une pédagogie nouvelle, plus réflexive et moins transmissive. La formule former l'esprit critique, elle est marquée idéologiquement par ce projet de former l'esprit du citoyen éclairé et critique. C'est un idéal éducatif, notamment dans les sociétés démocratiques. Et pour comprendre la convocation de cette formule dans des discours institutionnels récents, il faut remonter à ses prémices et avoir en tête qu'il ne s'agit donc pas là d'un acte anodin. La formule formait l'esprit critique
renvoie aux principes et aux fondements républicains, à un héritage culturel, autant qu'à la fonction régulatrice, normative de l'institution scolaire française. Elle se constitue, cette formule, formelle esprit critique, en une expression symbole du sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Oui, c'est une expression lexicale, c'est une formule, mais c'est aussi un fondement républicain, un point de ralliement autour d'un projet politique fondateur. Et il me semble important de rappeler cela ici pour comprendre pourquoi cette formule vient cristalliser des enjeux sociopolitiques et éducatifs qui vont l'investir de tensions, selon moi, et de contradictions, voire de malentendus. C'est aussi important de rappeler cela pour qui s'intéresse à la formation de l'esprit critique dans le cadre de l'EMI. Et c'est mon autre point. Alors je vais pas revenir ici sur l'histoire de l'EMI, qui est institutionnalisée dans le système éducatif français par une loi, qui est la loi de 2013. Je voudrais juste rappeler que la relation entre EMI et esprit critique ne date bien sûr pas de cette loi. C'est dès la fin des années 1990 que les penseurs en éducation aux médias ont montré le lien étroit entre former l'esprit critique et l'éducation aux médias, mais ont aussi montré la complexité de cette relation. Je pense à Jacques Gonnet qui disait « L'esprit critique, notion que tout le monde prône, mais complexe à l'analyse ». Quant à Geneviève d'Aquino-Delaunay, elle pose une question en 1995 que je trouve encore d'actualité. Que fait-on exactement quand on parle de développer l'esprit critique et quelles sont les aptitudes, les indicateurs repérables de cette nouvelle aptitude ? Alors, ces penseurs-là, ils ont montré que opérationnaliser le développement de l'esprit critique en éducation aux médias, ce n'était pas si simple que ça. Pourquoi ? Eh bien, en raison, on l'a entendu ce matin, de la polysémie du terme critique, mais aussi du flou épistémologique de la notion esprit critique. Si je vous demande ici quelle est votre définition de l'esprit critique, je pense qu'on aura tous notre propre définition. Alors, le développement de l'esprit critique par l'acquisition d'une culture démocratique, ça a toujours été un héritage de l'éducation aux médias dont aujourd'hui l'EMI est héritière, même pas aujourd'hui, dont elle a toujours été l'héritière. Et il en va de même pour l'éducation à l'information. En France, cette éducation elle est plutôt portée par les professeurs documentalistes, mais dès le départ, cette éducation à l'information, elle a été perçue comme propice au développement de l'esprit critique, et notamment, et là je fais le lien avec l'intervention de monsieur de Lépine ce matin, notamment par la démarche critique d'évaluation de sources fiables. Alors voilà pour le premier point. Deuxième point, je voudrais quand même parler des spécificités peut-être françaises de l'EMI, c'est-à-dire que l'éducation à l'information et aux médias, c'est pas une discipline en France, on la pratique bien plus qu'on l'enseigne. C'est une approche productiviste par la production de contenu médiatique, on fabrique un journal, enfin c'est très terrain, et c'est une approche qui peut questionner notamment la contenance épistémologique de l'EMI, c'est-à-dire ce qu'il conviendrait d'apprendre et de savoir en EMI. La deuxième spécificité de l'EMI, c'est son approche protectionniste. C'est aussi un héritage de l'éducation aux médias, une approche protectionniste qui s'est renforcée à la suite des attentats. Une des fonctions de l'EMI, c'est de protéger les esprits apprenants, comme on peut le voir ici, avec cet extrait de la circulaire de 2017 et qui, dans le contexte de la prévention de la radicalisation, invite les enseignants à renforcer l'EMI et le développement de l'esprit critique. 2017, radicalisation, aujourd'hui on aurait sensiblement les mêmes mots autour de l'intelligence artificielle générative. Il y a une fonction préventive et défensive de l'EMI et qui peut interroger quant à son risque de voir réduire, peut-être même appauvrir, une réflexion de fond quant à la finalité critique de cette éducation à l'information et aux médias. Je m'arrête sur ce mot critique.
parce que dans mon travail, il a bien fallu me raccrocher à une approche de l'esprit critique que je trouve un peu personnelle, mais que je suis allée chercher chez Michel Foucault, et notamment dans sa conception de l'attitude critique. Alors, je ne suis pas philosophe, hein. On a eu une intervention autour de l'étymologie du terme critique, de la pensée libre et autonome. Je ne vais pas revenir là-dessus. Juste vous dire un mot sur la démarche de Foucault, qui va donc s'emparer de la critique kantienne, et notamment de ce texte que vous voyez en bas à gauche et qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», un texte publié en 1784, et Foucault va déplacer cette critique kantienne en direction de ce qu'il appelle une attitude critique. Qu'est-ce qu'une attitude critique ? C'est une attitude morale et politique, une manière de se tenir, une disposition de l'esprit, et qui consiste à débusquer la pensée pour tenter de la transformer. L'attitude critique, c'est prendre conscience, et là je cite Foucault, des types d'évidence, des familiarités, des modes de pensée sur lesquels reposent nos pratiques, que l'on considère comme allant de soi, afin justement qu'elles n'aillent plus de soi. Et ce qui est intéressant chez Foucault, c'est justement que cette attitude critique, elle est propre à une culture de soi et à une politique de soi-même, se conduire, se gouverner. Car que serait un esprit critique incapable d'autocritique ? Et ce qui est intéressant également chez Foucault, ce sont les deux principes au fondement du terme critique. La déconstruction des évidences, des schèmes de pensée, des préjugés, et le désassujettissement, se conduire, se gouverner. Et je suis partie de là pour proposer une approche un peu personnelle, qui n'est pas une définition, de l'esprit critique en 3 paliers. Je ne vais pas m'étendre sur le premier palier. Nous avons eu une intervention ce matin qui nous a bien expliqué l'origine philosophique, étymologique aussi du terme critique. Juste dire que l'esprit critique renvoie selon moi à un premier palier lié à des capacités d'analyse, de compréhension, de discernement, de jugement qui permet une distanciation nécessaire à toute prise de décision et notamment en démocratie. Un deuxième palier renvoie davantage à la réflexivité, ce qui suppose bien sûr une pratique de la critique. Alors j'entends la critique réfléchie, la critique constructive, la critique dans le respect du pluralisme, mais aussi de l'autocritique. Foucault, lui, va parler d'activité critique en tant qu'une activité de la pensée du quotidien et qui va de pair avec la transformation. Car que serait en effet un esprit critique incapable de prendre conscience de ses croyances, de ses préjugés ou de ses schèmes de pensée. Un troisième palier me semble plus ancré dans l'attitude critique chère à Foucault, suppose une pratique du dévoilement, de la résistance et de la dénonciation des rapports de pouvoir ou des idéologies, et qui vise bien sûr une transformation, un changement social. Alors je vais démontrer que l'analyse lexicométrique que j'ai menée montre que l'esprit critique tel qu'il transparaît dans les conceptions institutionnelles, dans les discours institutionnels français, est éloigné de cette critique foucaldienne en tant que levée d'émancipation et de transformation. Alors, Iramutex, c'est un logiciel qui va offrir des cartographies du corpus. Il y en a 4 au total. La première, c'est celle-ci, c'est un nuage de mots qui va mettre en évidence les termes les plus utilisés par les auteurs des textes institutionnels pour dire, former l'esprit critique des élèves. Les termes les plus utilisés sont au centre. La taille de chaque terme est proportionnelle à sa fréquence. Qu'est-ce que c'est la fréquence ? C'est le nombre de fois où le terme apparaît dans le corpus. Donc, en un mot, plus la fréquence du mot est élevée dans le corpus et plus la taille est grande dans le nuage de mots. Alors, on voit très clairement apparaître 4 termes clés, critique, élève, esprit critique et information. On voit une prédominance du terme critique qui apparaît de manière plus grande que le terme esprit critique. Et cela s'explique par un usage en discours du terme critique qui est le plus souvent utilisé en adjectif pour
former des expressions lexicales. On en a dénombré 18 au total. Certaines sont très proches de l'esprit critique. Je pense à la pensée critique, mais il y en a plein d'autres. Sens critique, regard critique, compréhension critique, etc. Je pourrais faire la liste des 18 expressions lexicales qui ont été relevées. Alors, elles ne s'équivalent pas l'une à l'autre, hein, bien sûr. Elles servent à dessiner le portrait idéalisé, idéologique du penseur critique. Alors la multiplicité de ces expressions avec le terme critique concourt finalement à une surutilisation et à une généralisation du terme critique qui ne fait que témoigner de la polysémie de ce terme, mais aussi de ses multiples acceptions dans les discours institutionnels. Quelle est la conséquence? On l'a un peu entendu ce matin. Eh bien, c'est de présenter dans ces discours le terme esprit critique comme un terme galvaudé et dont le sens est altéré en raison d'une surutilisation multiple et diversifiée dans les discours. Alors, une deuxième carte que propose Iramutek, ça s'appelle un dendogramme, et en fait Iramutek va prendre le corpus, va le découper en classes thématiques. Donc ce que vous voyez apparaître là, ce sont les termes les plus proches de l'esprit critique. Chaque terme, chaque classe a un profil et a une singularité lexicale, et on voit aussi quels sont les mots les plus proches qui gravitent dans le monde lexical de l'esprit critique. Selon notamment l'indice de co-occurrence, alors qu'est-ce que c'est que la co-occurrence? Eh bien, ce sont des termes qui sont simultanés quand ils apparaissent dans les segments de texte du logiciel. Donc en gros, ce sont les termes qui gravitent dans la sphère discursive de l'esprit critique. Bon, là encore, le principe de ce logiciel, c'est que le terme qui apparaît en premier dans chaque classe est statistiquement le plus représentatif du monde lexical, mais aussi sémantique de la classe. On voit très nettement apparaître une classe bleue dédiée au terme école, une classe rouge dédiée au terme critique, c'est la plus représentative du corpus, puisqu'elle propose 45,88%, elle représente 45,88% des segments de texte. Et une classe verte qui est dédiée au terme information. La classe verte, elle s'explique par les directives adressées aux enseignants de développer l'esprit critique dans le cadre de l'EMI, avec des actions pédagogiques qui sont menées notamment en partenariat. La classe bleue, on remarque qu'elle comporte des termes actifs liés à la forme scolaire, école, nationale, république, son organisation, ministère, établissement. C'est une classe qui renvoie à l'espace socialisé de l'école, à une culture scolaire partagée. Le monde lexical de l'esprit critique est composé de termes qui renvoient au fondement de l'institution scolaire, laïcité, valeurs, république. Et cette imprégnation forte de l'esprit critique par les principes au fondement de l'école républicaine est prégnante notamment dans le contexte post-attentat de 2015. Je vous en donne un extrait ici avec le discours de la ministre de l'Éducation nationale française de l'époque, un discours qui date du 9 décembre 2016, donc juste après les attentats, et qui montre une imbrication étroite de l'esprit critique et de la laïcité. Le présupposé d'une implication mutuelle entre esprit critique et laïcité ressort de cet extrait avec l'idée que penser par soi-même, que la liberté de croire ou de ne pas croire ne s'exprimerait pleinement que dans un espace laïcisé. Il est fait appel ici à un principe légitimé au fondement de l'école républicaine, la laïcité comme cadre légitime à l'exercice de l'esprit critique. Alors, la classe rouge au centre dédiée au terme critique et qui renvoie, comme on l'a vu ce matin, à l'étymologie du terme, on voit apparaître le mot jugement, mais on voit aussi apparaître des capacités intellectuelles et cognitives d'observation avec le mot regard, raisonnement, analyse, jugement, curiosité, des capacités intellectuelles et cognitives, comme ici dans cet extrait de la circulaire de 2017, et qui invite les enseignants à repérer, dans le cadre de l'EMI, les attitudes et les démarches intellectuelles qui caractérisent l'esprit critique.
Alors à partir de là, on peut faire deux pistes interprétatives. La première, c'est à partir de ce que l'on voit, de ce lexique. Ce que l'on voit, c'est un relevé de termes qui témoigne d'une centration sur les processus intellectuels et cognitifs. C'est ce que j'appelle une approche cognitiviste de l'esprit critique qui met l'accent sur les processus mentaux. C'est un lexique qui va dessiner le portrait idéalisé d'un esprit critique plutôt bon élève, dans le sens de celui qui réussit sa scolarité, capable d'incorporer les exigences, les codes du travail scolaire, un esprit qui examine, qui accomplit ce qui est prescrit, c'est le sens étymologique premier du mot observer, observation. Cette approche cognitiviste de l'esprit critique, elle est située là-haut, à hauteur du cerveau, alors que l'esprit critique relève aussi d'un parcours éducatif, individuel et collectif, et une conception cognitiviste de l'esprit critique qui dévoile une logique productiviste de performance intellectuelle et cognitive, en un mot, les esprits critiques versus les esprits crédules, et qui finalement ne vient que conforter le modèle de performance et de compétition comme source d'émulation du système éducatif français. Il y a là pour moi comme une tension. Est-ce que ces capacités intellectuelles et cognitives suffisent-elles à faire d'un élève un esprit critique et autocritique, capable de penser par lui-même, capable de penser librement, capable d'une pensée autonome? Et qu'en est-il alors du fondement critique de l'esprit critique? L'esprit critique est-il critique? Et on peut dresser donc une deuxième piste interprétative, mais cette fois à partir de ce que l'on ne voit pas. Et ce que l'on ne voit pas, ce sont des termes qui réfèrent au concept de critique dans sa dimension politique, dont le mot d'ailleurs est absent du relevé. On a ici une approche cognitiviste qui vient neutraliser les potentialités critiques de l'esprit critique et qui concourt, sur le plan des discours, j'entends bien, à dépolitiser cet esprit critique en décentrant tout au moins cette notion esprit critique de son fondement critique dans le sens foucaldien du terme. Et cette dénégation de la dimension politique de l'esprit critique dans les discours institutionnels ne peut que me questionner parce qu'elle entre en contradiction avec les finalités sociopolitiques et culturelles de l'EMI, qui est de favoriser l'implication, la participation des élèves au processus démocratique. Il y a là pour moi comme un malentendu qui prend ses racines dans une conception cognitiviste et dépolitisée de l'esprit critique. Alors Ira Mutek, il propose deux autres cartographies qui viennent confirmer ces conclusions. Alors cette troisième cartographie, c'est une analyse factorielle des correspondances. En un mot, les classes du dendrogramme tout à l'heure sont projetées comme un nuage de points qui sont ordonnés sur des axes qui se croisent en angle droit. Les points disposés de part et d'autre d'un axe et qui sont loin du centre vont s'opposer, alors que les points qui se rapprochent du centre, qui est à la jonction, vous voyez, des axes, s'attirent. En fait, ce que l'on voit là, ce sont les termes proches et opposés à l'esprit critique. Alors, trois choses nous frappent dans ce graphique. D'abord, l'absence de proximité de ces trois classes qui sont réparties dans des zones bien distinctes du corpus. J'ai analysé par exemple un corpus issu de l'éducation populaire avec la même démarche autour de l'esprit critique et on a des classes complètement imbriquées. Là, ici, dans les discours institutionnels, on voit bien des mondes lexicaux complètement séparés, distancés, qui ne se pénètrent pas, qui ne convergent pas. Deuxième point, on le voit peut-être pas bien, mais le mot le plus proche de cette barre 0, c'est le mot critique. Et les termes qui sont le plus proches de cette ligne 0, ce sont les termes qui sont les plus utilisés par les auteurs des discours institutionnels. Donc on voit bien là, ça confirme la généralisation du terme critique, esprit critique n'est pas bien loin, en discours, et ce qui tend à en neutraliser le sens.
Aussi, enfin, on voit bien la classe bleue est celle qui est la plus imbriquée sur la ligne abscisse. Cela veut dire que ce sont les termes centraux dans les discours des auteurs institutionnels. Alors une dernière carte maintenant vient nous proposer une analyse des similitudes. Alors c'est beau tout ça, en fait ce qu'on voit ce sont des communautés lexicales. Les communautés lexicales du corpus autour de l'esprit critique et leurs relations. Donc l'ADS va donc afficher deux grandes communautés que l'on voit bien là, la communauté élève et la communauté critique, qui sont les plus représentatifs du corpus. Il y a deux choses à constater. La première, c'est que la communauté formée par le mot « esprit critique » est agrégée à celle de l'élève. Elle n'est pas agrégée à celle du terme « critique ». Et l'on voit également un certain nombre de communautés qui réfèrent à cette culture scolaire, la classe bleue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les termes enseignement, éducation, élève, valeur, discipline, et qui révèlent une imprégnation très forte de cette culture scolaire dans le corpus, une culture scolaire qui irrigue toutes les autres communautés lexicales. Oui, j'arrive. Et on a là une tension à nouveau sur le fondement critique de cet esprit critique, le fondement critique dilué sous le poids des normes, des codes, des valeurs, des représentations qui constituent cette culture scolaire et qui contribuent à une dépolitisation de l'esprit critique dont le fondement critique est clairement mis à l'épreuve de la forme scolaire. Alors, tout à l'heure, jeune homme, vous avez dit que les réseaux sociaux numériques ont bon dos. J'ai envie de vous dire l'esprit critique aussi. Il a bon dos. Et j'ai voulu montrer que sous cette force d'évidence qu'est la formule formait l'esprit critique des élèves. Qui ici oserait s'opposer à ce projet de former l'esprit critique des élèves? Personne. Et sous cette force d'évidence, j'ai voulu montrer que cette formule, en fait, fait l'objet d'enjeux sociopolitiques qui vont l'investir de tensions et parfois même de malentendus. Et cette approche cognitiviste de Lémy, elle interroge ma discipline, les sciences de l'information et de la communication, et appelle même certains chercheurs à une critique de l'esprit critique. C'est le mot de la fin. Les tensions et malentendus que j'ai pu démontrer interrogent un possible désengagement des politiques publiques en faveur d'une Lémy qui soit réellement émancipatrice et dont la finalité demeure la transformation des pratiques sociales. On l'a dit ce matin, mais je le répète, ce sera le mot de la fin. En démocratie, un des leviers majeurs d'émancipation, c'est l'éducation. Voilà, je vous remercie. Merci, Katou Mamouli.